Peut-être faudrait-il commencer par planter le décor. Alors quel est le décor de ce second livre, de cette suite d'aventures? Pour tout dire, c'est un décor assez minimaliste, encore plus minimaliste que dans le premier livre. C'est essentiellement le détective assis sur sa chaise dans son officine. Et de fait, il reste assis sur sa chaise pendant à peu près tout le livre. Je dirais que l'effet de palais mental est encore augmenté ou poussé encore plus loin dans ses retranchements. Donc il est dans son officine sur sa chaise devant son bureau, ce qu'il appelle son espace personnel et indivisible. Et donc, de nouveau apparaissent, mais pas tout de suite, l'assistant, assez tôt, et le brigadier Gutiérrez, qui étaient les deux personnages du livre précédent. Puis, un troisième personnage dont on ne sait pas vraiment s'il est réel ou fantasmé, qui est un homme entre deux âges avec une balafre sur la joue gauche, qui apparaît d'abord sur un portrait robot et qui semble ensuite s'incarner, ou en tout cas se matérialiser dans l'espace de cette pièce, qui comporte également une fenêtre par laquelle, à travers les persiennes, se balade un rayon de lumière. J'ai dans l'idée que cette histoire de détective soit une trilogie. Alors, est-ce que le détective finira un jour par sortir d'une pièce? Ce n'est pas sûr. Dans la première phrase, il entre, il n'en sort plus. Dans celle-ci, il est déjà dedans, il n'en sort toujours pas. Donc peut-être que dans le troisième, il sortira enfin, on verra. Ou peut-être qu'il restera cette fois-ci enfermé dans son propre flux mental. C'est un peu, je le crains, la piste que j'envisage, puisque l'idée c'est que dans le troisième, il soit dans le noir, et qu'il soit, je pense, effectivement dans un flux mental total, qu'il n'y ait plus d'assistant ni rien, enfin que tout, comment dire, enfin on ne sait pas jusqu'à quel point tout ça est réel ou dans sa tête. Et dans le troisième, j'aimerais bien effectivement aller encore plus loin et que tout son assistant, lui-même en tant que détective, tout ça soit une espèce de potentialité qui n'a lieu que dans son crâne, qui au fond la véritable pièce, c'est sa caboche, quoi. Alors ce deuxième volume s'intitule les outils de la science, après Palais mental. Alors pourquoi ce titre? Eh bien, c'est un titre qui a surgi, comme le premier d'ailleurs, au cours de l'écriture, puisque c'est un livre comme le précédent, mais encore plus que le précédent, qui joue sur des espèces de péripéties qui sont d'avant tout des péripéties d'une sorte de pensée un peu détraquée. Et donc, comme il y a cette idée du détective qui réfléchit, qui a des outils pour cela, à un moment, les mots outils de la science sont sortis. Donc, il a commencé lui-même à se dire, à se demander la question, aurais-je besoin des outils de la science pour faire telle chose? Et donc, cette idée d'outils de la science m'a semblé tout à fait intéressante. Et aussi, bien sûr, parce que ça renvoie toujours à cet imaginaire un peu à la Conan Doyle avec des nouvelles ou des romans qui s'appellent La science de la déduction, ce genre de titres. Donc je trouve ça intéressant d'avoir un espèce de titre comme ça, faussement objectif, un peu comme un. Enfin, les outils de la science, ça pourrait être le titre d'un que sais-je, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon titre, tout simplement. Donc deux livres déjà, de deux aventures de ce détective qui n'a pas d'autre nom que son titre. Alors comment ce personnage est-il advenu? Alors ça, c'est un mystère, parce que je ne me rappelle pas vraiment. Je me rappelle un peu de comment j'ai commencé l'écriture de Palais Mental. Je me rappelle avoir fait une première version qui ne fonctionnait pas, puis d'être revenu dessus pour retrouver enfin le ton correspondant. Je pense que le détective est venu assez logiquement. Enfin, je pense que j'ai vraiment devenu cette idée de situation de reprendre voilà, un point de vue du roman policier et de voir qu'est-ce qui pourrait se passer avec. De même que ça m'intéresse, par exemple, là, j'ai travaillé sur un manuscrit qui est plus l'idée du roman d'aventure, de reprendre ces éléments-là qui sont liés comme essentiellement à ce que j'ai lu quand j'étais jeune, ce qui m'a fait aimer la littérature dans l'enfance. Comment dire, enfin, j'ai l'impression que le détective, c'est une espèce de métaphore à la fois de l'écriture et de la lecture aussi, quoi. Enfin, Le mot détective renvoie à un univers plutôt plus anglo-saxon, puisque oui. détective c'est le terme anglais, américain pour désigner le lieutenant de police Mhm. en France. Mais brigadier renvoie à un univers cette fois-ci plus francophone. Oui, bah, c'est un mélange de lecture, et donc oui, c'est vrai que c'est définitivement il y a une espèce d'incohérence ici. Ce détective, ça renvoie effectivement en Angleterre sur la police, ou effectivement aux détectives privés. Pour moi, les détectives, c'est Sherlock Holmes, quoi. Enfin, voilà, c'est la.
Et du coup, d'où le palais mental aussi, parce que Sherlock Holmes a son palais mental, etc. Et Sherlock Holmes, c'est l'intelligence suprême, c'est l'homme-cerveau. D'ailleurs, il est toujours présenté comme étant un peu inhumain, il n'a pas d'émotion. Donc mon détective, c'est justement ce rapport à l'intelligence. Parce que j'ai tendance souvent à dire, quand on me demande qu'est-ce que raconte Palais mental ou le nouveau, l'étude de la science, je dis oui, c'est sur un détective idiot. Mais en fait, je ne sais pas s'il est vraiment idiot. Je pense qu'en fait, il est tellement intelligent qu'il devient idiot. Je pense qu'il y a un moment où l'intelligence, quand elle va trop loin et qu'elle ne prend pas les bons canaux, elle aboutit dans une espèce d'idiotie qui va relancer la machine dans l'autre sens et du coup, ça se perpétue sans cesse. Alors ensuite, pourquoi le brigadier Gutiérrez? Je ne sais plus, parce que je crois que le brigadier, ça me plaisait bien. Voilà, j'avoue que c'est. Et ce mélange entre l'Angleterre et un truc plus français, bon, bah, c'est le mélange de mes lectures aussi, de mon rapport aussi à la lecture, car comme je suis aussi traducteur, je lis beaucoup en langue étrangère, entre le français, l'espagnol, l'anglais, tout ça, donc tout ça fait peut-être un peu une espèce de mélange, d'autant que de toute façon, géographiquement, ni les premiers ni les deuxièmes sont situés, ça pourrait se passer n'importe où. Je me suis dit Même si Gutiérrez oui, est un nom qui renvoie lui à un univers cette fois-ci plus c'est espagnol. vrai, ça renvoie à un univers hispanophone, ouais. Bon, ça c'est en partie parce que Palais Mental, les premiers, j'avais aussi écrit en espagnol, mais c'est lié, je pense, ça va permettre de cet amour que j'ai pour la littérature hispanophone. Et plutôt que de l'appeler les brigadiers Dupont ou Durand, je dis pourquoi pas Gutiérrez, qui a un nom à la fois hispanophone assez courant, mais moins courant que Gomez ou Lopez, qui serait too much. Donc voilà, ça me semble intéressant. Et après, l'assistant s'appelle Silvano, qui est un nom qui n'existe pas. C'est qu'au début, j'avais écrit en espagnol, du coup, je voulais l'appeler Silvano, qui aurait été la bonne façon avec un V, mais je me suis dit, autant mettre la faute typique de l'espagnol, qui est de confondre le V et le B, du coup, j'ai mis un B. Ça donne un nom plus bizarre. Et après, en français, ça donne encore une couche plus étrange. Mais il faut dire que enfin, mon détective n'a pas de nom, puisque de toute façon c'est un détective, donc ça suffit. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal avec cette question de nommer les personnages. Je pense que c'est quelque chose d'assez complexe en fiction. Donc soit on a évidemment, sauf si on est dans une veine de littérature naturaliste, réaliste, psychologique, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Sinon, oui, on va souvent avoir des noms absurdes. Voilà, bon, il y a l'autre écrivain, Jean Echenoz, a un grand talent pour trouver des noms qui semblent réalistes et complètement absurdes en même temps. Bon. C'est un flux mental, c'est un flux de conscience, hein. On s'inscrit dans la longue tradition Mm. moderne des romans flux de conscience, puisqu'on est dans les associations de pensée et d'idées de ce personnage. Et en même temps, c'est un flux de conscience qui est entièrement rationnel, qui est effectivement exclusivement mental, puisqu'il s'agit de raisonnement, d'analyse, de passage d'une idée à une autre, de constructions qui se font et se défont. Et le rapport à la perception et au souvenir est assez faible. Il apparaît de temps en temps pour relancer effectivement la machine herméneutique, hein, qui ne cesse de s'emballer. Mais on est assez loin des flux de conscience de Virginia Woolf ou de Ulysses, hein. D'où est venu ce parti pris, disons, pour cette dimension, ce rapport mental au flux de conscience? Bah, je pense que j'ai pas. Enfin, j'aime beaucoup Virginia Woolf et Malcolm Lowry, Sous le volcan, enfin euh, To the Lighthouse, enfin les grands chefs-d'œuvre du stream of consciousness, mais je n'y ai pas du tout pensé, je pense, en me lançant dans l'écriture. C'est après, quand j'ai fait le premier Palais mental, que je l'ai fait lire à l'éditeur espagnol qui l'a publié, qui m'a dit c'est étonnant, c'est comme un courant de conscience, mais la troisième personne. Et effectivement, je n'y ai pas du tout pensé. C'est vrai que j'étais plus vraiment dans cette idée de la logique, c'est ça qui m'intéressait, la logique de la pensée qui s'emballe, etc. Donc du coup, et plus l'idée quelque part effectivement de personnage qui est une espèce qui est coincé dans son cerveau et qui effectivement est complètement quasiment incapable de percevoir l'extérieur, ou ce qu'il en perçoit, il analyse, ça passe par son espèce de crible d'analyse permanente qui fait que c'est une perception complètement erronée, voire n'est pas existante. Et là, dans les outils de la science, il y a quand même plusieurs passages où il a l'impression de voir son assistant ou les moustaches du fameux brigadier Gutiérrez qui commence à partir à l'état gazeux, à prendre des halos étranges, donc on ne sait pas jusqu'à quel point il est en train d'halluciner ou pas. Donc voilà, après je pense la chose que j'avais retenue de mes lectures, aussi bien des écrivains du courant de conscience comme Woolf etc., que des écrivains un peu du nouveau roman comme Robbe-Grillet et compagnie, c'est la question de la forme inspirée de la forme musicale. Et comme une des rares formations que j'ai faites, ça a été de compositeur de musique électroacoustique, je suis très marqué par l'idée de la forme musicale, répétition, variation, la combinatoire, etc. Le travail aussi sur le souvenir, sur un leitmotiv qui va revenir plus tard, etc. Donc je pense que c'est ça aussi qui a guidé cette écriture.
C'est très juste, on le ressent beaucoup à la lecture, effectivement, cette rythmicité, cette motricité, disons, de l'écriture, qui fait qu'on est pris dans ce mouvement, malgré l'absurdité, quelquefois, des raisonnements ou des sauts de pensée ou des idées qui viennent à ce détective. On est comme pris dans ce flux et on a du mal à s'en détacher. D'ailleurs, le voudrait-on qu'on ne le pourrait pas, puisque ce livre est fait d'un seul bloc sans paragraphe et sans numéro de page. Je pense qu'en fait, c'est la forme elle-même, justement, qui impose ça. En fait, je pense que la forme, aussi bien dans Palais Mental et encore plus ici, c'est une espèce de carcan qui permet justement que ces enchaînements, c'est une espèce de grande machine de pensée dans laquelle de nouveaux éléments peuvent rentrer régulièrement pour la relancer, tout en n'oubliant pas l'existence d'anciens éléments. Et du coup, c'est vrai qu'il fallait, et tout en n'oubliant pas non plus, ce qui n'est pas forcément facile à suivre, que tout ça se déroule en temps réel, en guillemets, dans le sens où il y a une série d'actions, il n'y a pas d'ellipse. Donc même s'il y a très peu d'actions, parce que le détective est assis sur sa chaise et en face il y a son assistant, le fameux brigadier qui entre et qui lui tend des feuilles, etc., il y a une suite cohérente de ces actions, même si elles deviennent de plus en plus fantastiques et bizarroïdes. Donc il ne fallait pas perdre de vue cette suite d'actions, tout en relançant, mettant régulièrement d'une nouvelle pièce dans la machine, parce que sinon la machine elle allait commencer à tourner à vide. Donc il faut qu'elle s'enrichisse tout en ne perdant pas d'anciens éléments qui étaient présents. Donc c'est une espèce de combinatoire qui se nourrit d'elle-même et qui se renourrit aussi de choses extérieures qui entrent dedans et qui permettent de poursuivre ce mouvement perpétuel. Et donc après, je pense que c'est un texte comme le précédent que j'ai écrit assez lentement. Je ne pourrais pas l'écrire autrement qu'assez lentement. C'est vraiment une phrase après l'autre, comme on pose une brique à chaque fois jusqu'à ce que le mur soit bien, bien opaque. Et donc ça me permettait de ne pas perdre le fil, même si parfois en cours d'écriture régulièrement j'allais relire bien des pages en arrière pour ne pas oublier certains éléments. Je me rappelais, ah mais tel élément qui avait 30 pages plus tôt, et c'est quand même pas mal. Ce serait bien qu'il puisse revenir à un moment, en essayant évidemment que ça ne devienne pas ni mécanique, ni trop prévisible. Donc on joue un peu sur les attentes, il y a des éléments qui vont rentrer dans la machine, qui vont faire un tour ou deux puis disparaître, d'autres qui vont continuer d'être là, et qui peu à peu se transforment, se modifient, etc. Tout comme se modifie le fameux assistant, le brigadier et le fameux type entre deux âges avec une balafre sur la joue gauche qui se modifie. Il y a aussi l'idée des feuilles, parce qu'il y a une sorte de photocopie au début, donc une sorte de document à inspecter pour les détectives, et qui apparaît, disparaît, sur lesquels il y a une matière du texte qu'ils n'arrivent jamais à lire. Donc il y a des choses comme ça qui sont des espèces il y a peut-être quelques objets matériels, comme il y a sa pipe aussi. Sa loupe apparaît assez tardivement, parce que dans le premier, elle avait un rôle important, la loupe. Et là, donc finalement, je me suis dit, quand même, j'ai joué un petit peu aussi en me disant, s'il y a éventuellement des lecteurs qui ont lu le premier, il y a quelques petits jeux par rapport à la loupe qui apparaît tardivement. Il y a des références palémentales, mais qui apparaissent pas tout de suite non plus. Le mot de palémental apparaît à un moment, ensuite après, il parle de son crâne mental, etc. Donc il y a des petits jeux comme ça qui sont aussi qui signifie que cette espèce de combinatoire, elle se nourrit aussi du livre précédent, même si on peut lire celui-là sans avoir lu le précédent. Il y a une autre chose fascinante dans ce livre, c'est cette tendance du cerveau, de l'espace mental du détective à dissoudre peu à peu effectivement l'espace extérieur. Alors, on pourrait penser qu'il hallucine, mais on peut aussi penser qu'il transforme finalement tout ce qui l'entoure, qui transforme réellement tout ce qui l'entoure, que son cerveau, son espace s'étend de plus en plus loin et que le monde finalement se trouve petit à petit inclus, transformé, dissous dans ces connexions synaptiques et qu'il y a un devenir monde de son cerveau, de son raisonnement qui peu à peu effectivement se retrouve sans extérieur, quoi. Et c'est vrai que le premier livre s'est terminé par un tourbillon qui emportait à peu près tout et la fin du deuxième est moins spectaculaire, mais c'est cette tendance-là qu'on retrouve à l'œuvre. L'idée, c'est que ce espèce de flux mental du détective puisse tout contenir et quelque part qu'il puisse tout penser, même si on ne sait pas à quel point il pense vraiment quelque chose, mais qu'il puisse tout pourrait rentrer dedans. Donc effectivement, on pourrait imaginer que son palais mental commencerait à s'élargir comme une espèce de substance gluante qui recouvrirait le monde jusqu'à le contenir entièrement. C'est pour ça que potentiellement, c'est cette espèce de livre qui pourrait ne jamais finir. Et la question de la fin sur celui-là était plus complexe que sur le premier,
puisqu'évidemment, je ne pouvais pas me permettre de refaire le coup du tourbillon. Donc il fallait trouver autre chose. Et là, je pense que pour moi, c'est la logique même de la combinatoire des éléments qui à un moment a imposé une espèce de fin qui commençait à s'entrevoir. Mais ça a été compliqué, parce qu'à un moment dans l'écriture, je me suis dit, mais je me suis embarqué dans quelque chose qui va faire 1000 pages, quoi. Je n'en sortirai jamais, en fait, puisqu'il n'y a pas d'échappatoire. Et plus ça va, plus la machine tourne, plus la combinatoire se nourrit de choses, plus elle s'élargit, plus elle contient de choses, etc. Donc et après, comment se dire de ça? Je pense qu'il y a une espèce de logique. Parce qu'il y avait toujours cette idée quand même d'entrée des personnages. Donc au début, il y a le détective tout seul, ensuite il y a l'assistant qui rentre assez vite dans la pièce. Donc eux, ils viennent de l'extérieur, le détective lui est déjà à l'intérieur. Ensuite, il y a le brigadier Gutiérrez qui rentre au bout de la 30e page. Et ensuite, de la 60-70e page, il y a l'individu avec une balafre sur la joue gauche qui entre aussi. Et enfin, à la fin, il y a un autre personnage qui apparaît, qui est vraiment, lui, directement né des péripéties mentales du personnage, du détective, qui, à force de penser et de faire, comment dire, des analogies, finit par faire se matérialiser une de ces analogies qui apparaît sous la forme d'espèce de personnage qui balance des photocopies partout, qui se casse la gueule, qui est un peu ça devient un peu burlesque. Et il m'a semblé que cette entrée en scène-là, et d'ailleurs il y a toute une réflexion du détective sur la question de l'entrée en scène, annonçait un peu était la dernière entrée en scène qui pouvait annoncer le rideau final, qui n'est pas vraiment un rideau final, mais puisque la dernière phrase, enfin ça pourrait continuer ensuite, mais il trouvait que là il y avait tout d'un coup une espèce d'équilibre qui faisait que cette portion du palais mental du détective pouvait s'arrêter là. Mais bien sûr, c'est comme une espèce de grosse tranche de fromage sur un fromage beaucoup plus rond et beaucoup plus gros qui pourrait tout contenir. Voilà. Guillaume, vous êtes aussi traducteur, tu es aussi traducteur de romans latino-américains. En quoi cette pratique de la traduction influe-t-elle, entre-t-elle, participe-t-elle à ta propre pratique d'écriture fictionnelle et quelle est aussi l'importance qu'a eu pour toi donc la découverte de ce monde romanesque latino-américain, spécialement argentin, qui est à la fois proche d'une autre, hein, en même temps complètement autre, complètement différent, presque monstrueux par rapport à ces genres que nous avons inventés et qui ont connu là-bas une prolifération assez étonnante. Alors, sur le rapport entre la traduction et l'écriture personnelle, bah, je pense que les deux sont complémentaires en fait. Comment dire, je pense que le fait d'être traducteur, de traduire des romans d'autres personnes, ça permet, comment dire, d'écrire sans écrire des choses qu'on n'écrirait jamais, soit personnellement. Donc ça ouvre un peu les perspectives. Mais sinon, il y a le lien aussi évident, c'est que là, c'est pas le cas pour les outils de la science, mais le précédent, Palais mental, j'avais aussi écrit en espagnol. Et il y a un moment comme ça où ça m'intéressait de travailler cette fait d'aller d'une langue à l'autre et et qu'en écrivant en espagnol, ça permet aussi ensuite de me traduire en français et d'amener quelque chose de la langue espagnole dans le français. Ça m'intéressait quoi, pour une manière de trouver mon propre ton. Palais mental donc, a été écrit en espagnol d'abord, puis ensuite tu l'as traduit Oui, en français, voilà. Donc c'est une écriture, mais finalement, au fond, quelque part, ce qui comptait pour moi, c'était le texte en français, mais c'était une manière de passer par l'espagnol pour trouver ma langue française. Et c'est pour ça que là, j'ai pas ressenti le besoin pour les outils de la science de l'écrire en espagnol. Je l'ai écrit en français, mais je pense que j'ai intégré des éléments de la langue espagnole que je suis peut-être les seuls à voir, mais qui, moi, m'ont permis de conforter un rapport à la langue française. Ensuite, sur la littérature argentine, latino-américaine en général, mais particulièrement les Argentins que j'ai beaucoup lus, c'est vrai que c'est effectivement une sorte de déplacement de la culture occidentale dans un autre contexte, et je pense que ça crée quelque chose d'absolument fascinant au niveau littérature, de la fiction, ça crée quelque chose d'assez extraordinaire. Et surtout aussi parce que là-bas, il y a un grand attachement à certaines traditions avant-gardistes, surréalistes, c'est tous des fans de Raymond Roussel, il y a un rapport à l'onirisme, à l'excès, etc., qui me semble tout à fait intéressant, et qui ramène enfin, quelque chose dans la fiction qui, moi, me plaît aussi. Et l'idée que la fiction puisse se permettre énormément de choses. Et ce que j'aime beaucoup, notamment en Argentine, c'est que le roman naturaliste, réaliste, n'est absolument pas la norme, quoi. C'est même quasiment l'exception. Donc c'est un peu l'inverse de la littérature française, et je trouve ça quand même assez formidable. Après, c'est aussi tout simplement que moi, ça m'a permis d'aller voir un peu ailleurs et
de nourrir un peu aussi mon écriture. Je pense que, après, voilà, toutes sortes d'influences, mais c'est vrai qu'un écrivain comme César Aira a eu une influence très forte pour moi, justement dans la capacité qu'il démontrait qu'on pouvait faire des romans improvisés, et qui permettait donc vraiment de faire toutes sortes de choses avec la notion d'action, de péripétie, d'enchaînement, une chose qui se passe après l'autre, comment organiser tout ça. Et ça m'a beaucoup libéré dans l'idée de la relation au récit, parce que même s'il ne se passe rien dans Palais Mental et dans la science, ça reste des romans. Et donc, même d'une manière cachée, il y a une relation à la question du récit et de la fiction et de la tension narrative, qui est quelque chose toujours qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ce que ces deux romans mettent en place et en œuvre. C'est une sorte de suspense de la phrase, on pourrait dire. Alors que dans le roman policier traditionnel, le suspense est narratif, quoi. Le suspense consiste effectivement à attendre un crime, la résolution d'un crime, les péripéties qui vont mener à la découverte d'un assassin, d'une meurtrière, etc. Là, il s'agit d'un suspense dans ces deux livres qui est lié au devenir même de la phrase, c'est-à-dire à ce à quoi elle va mener, l'étape suivante du raisonnement, l'association de pensée qui permettra, disons, à la phrase de se résoudre. Et ce suspense-là, je pense, beaucoup plus excitant au fond, parce qu'il est local, que ce suspense générique qui consiste à découvrir un assassin, dans la mesure où ce suspense-là, en plus, aboutit à des résolutions totales, quoi. C'est le problème de la résolution totale. Comment on peut imaginer que quelque chose puisse se résoudre totalement, quoi. Alors que là, la résolution est à la fois toujours attendue et différée. Ah bah ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que cette question de la résolution totale dans le roman policier, même dans le roman plus classique, Oui. la question de l'histoire, avec tous les fils bien noués à la fin, tout qui se referme sur elle-même, c'est absolument ennuyeux. Enfin, moi, je trouve ça très ennuyeux. Enfin, ça a été formidable au 19e siècle, à d'autres époques, mais c'est très ennuyeux. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez certains Argentins ou d'autres écrivains latino-américains, c'est ce rapport-là, justement, à la narration qui ne se préoccupe plus du tout de la question de tenir tous les fils, que la progression logique, etc., qui peut passer du coq à l'âne, qui peut abandonner un personnage au milieu, qui peut jouer sur des rythmes très très différents. Et donc ça me semble très intéressant. Ensuite, effectivement, dans le cas de Palais Mental et des outils de la science, effectivement, c'est la phrase qui mène à l'autre, et c'est la question de l'enchaînement des phrases. Mais de fait, ces deux livres, je les ai écrits lentement, en écrivant vraiment phrase après phrase. Et parfois, dans la journée, j'écrivais que 4 ou 5 phrases. Et j'en faisais 4 ou 5 le lendemain, etc. Parce que ça ne pouvait aller que lentement pour justement bien penser cette question de l'enchaînement, de comment les unes après les autres elles construisent, oui, quelque chose qui est une forme de tension ou de suspense qui d'abord ne se résoudra pas parce que la résolution est forcément déceptive. Et après, je pense aussi chez un autre auteur que je lis moi aujourd'hui, ou qui m'intéresse moi aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de gens de ma génération française, c'est Bolaño, Roberto Bolaño, qui avait quand même un rapport aussi à la question des romans ouverts qui étaient assez. Quand on lit ça à la vingtaine, ça marque énormément, parce que lui aussi, il faisait tout le coup des romans où ça a une espèce de mystère qui se construit par balance, mais qui n'a pas de résolution, qui n'a pas de. Bon, après, voilà, évidemment, on pense à David Lynch, etc. Mais il y a une grande tradition comme ça de choses qui ne doivent pas se refermer, se résoudre, voilà, avec une belle résolution d'accord final, quoi, qui me semble un peu inintéressant. Et pour finir, peut-être le rapport à l'image est intéressant. Il y avait dans Palais Mental cette trace sur le mur, bon, qui devenait dans l'esprit du détective mille choses, quoi, hein. Donc il y a une capacité à déchiffrer, à faire naître toutes sortes d'éléments d'une simple trace. Et là, il y a le portrait robot qui est une source presque infinie, quoi, d'élucubration et voilà, et de raisonnement. Donc l'image est importante, et aussi le fait de produire des images, quoi, de produire des images mentales, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit finalement. Et le tourbillon de Palais Mental, de la fin de Palais Mental, est à la fois un tourbillon réel, en même temps une image mentale prodigieuse. Bah, je pense que d'abord c'est parce que j'ai un imaginaire assez visuel en fait, ce qui pourrait paraître un peu étonnant pour un livre aussi mental justement. Mais les pensées du détective, je les visualise aussi. C'est pour ça que souvent il fait beaucoup d'analogies quand même. Enfin, il y a un rapport un peu là. Il visualise des choses, qui l'amènent à penser des choses, qui l'amènent à interroger sur des choses, qui ramènent de nouvelles images. Donc c'est vrai que c'est vraiment une pensée qui passe par les images.
Et ensuite, effectivement, dans le premier, il y a une tache sur le mur qui se prête à multiples interprétations. Bon, quelque part, simplement, c'est un effet de, comment dire, de pareidolie, quoi. Il voit une image, d'un coup, dans cette image, il en voit plein d'autres. Et je pense que c'est comme cette pareidolie devenait complètement invasive, proliférante, quelque chose comme ça. Ensuite, là, dans le deuxième, c'est vrai que le portrait robot, a priori, c'est pas du tout pareidolique, parce que c'est justement c'est un portrait robot, donc c'est quelque chose d'absolument simplifié, quelques traits. Mais il suffit de voir ça et de voir la fameuse balafre sur la joue gauche pour commencer à imaginer des balafres un peu purulentes, dégueulasses, etc. Donc ça, c'est lui qui rajoute à n'importe quelle image une peu de capacité d'un coup à en produire beaucoup d'autres. Mais voilà, je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai un imaginaire d'abord visuel qui m'amène à cette logique abstraite, mais c'est d'abord le visuel qui le nourrit. Donc est-ce que la littérature pourrait finalement consister à faire une belle image, comme dirait Beckett, faire une image? Bah, ça pourrait être un but, me semble-t-il. Et voilà, un but qui du coup, là, rapprocherait un peu enfin, rapprocherait le roman de la poésie, mais oui, ça pourrait être un but, oui, faire une image, en tout cas, moi, ça me semble pas mal. Disons que ça, c'est quelque chose justement, que dit beaucoup Larchenza César que j'adore. C'est qu'il dit que la littérature, c'est quand même un art assez génial qui permet de faire de l'image, du son, de la musique, faire tout en même temps, avec très peu de moyens, et ça, c'est quelque chose qui me plaît assez. Donc voilà, si ça peut faire des belles images, et si en plus un jour je parvenais à ce que ça fasse aussi du sonore, je pense que ce serait assez parfait, quoi, voilà.